fait, les idées viennent sans qu'on s'en aperçoive. Un jour, je suis entré dans l'aventure du dictionnaire historique des rues de Paris aux éditions de Minuit avec Jacques Hilleret. Et c'était une sorte d'anthologie de Paris, mais une anthologie de l'histoire de Paris. L'époque où on mettait ses pas dans les pas de l'histoire. Et moi, j'avais envie de les mettre également dans le regard et puis dans l'amour que je porte aux gens. Alors j'avais envie de faire un dictionnaire qui permette aux gens de regarder et aux gens de se rencontrer. Et cette idée-là, un jour, eh bien, elle m'a mené à un éditeur, Patrick Mazery. Et cet éditeur avait besoin d'un contenu alors qu'il avait un contenant. Son contenant, c'est un système 3D. Pour l'instant, le dictionnaire est sur papier, mais il sera un de ces quatre, justement en 3D. Et il m'a permis d'exercer ce qui est mon métier, la stratigraphie, c'est-à-dire les couches successives de l'histoire, comprendre ce que c'est qu'une parcelle, un bâti, des usages, et finalement aboutir à une histoire de l'humanité. C'est 40 ans de travail pour reconstituer des fiches sur Paris, parce que les fiches sur Paris et l'information, ce n'est pas des papiers, c'est tout simplement connaître, c'est visiter, c'est donner son corps, son cœur et son esprit. Et puis ensuite, il faut chercher, parce que quand on vous dit « vous savez », on ne sait rien. Alors, on se met à trouver. Et trouver, c'est long. Et puis, c'est une œuvre avec mon fils, Brice. Et lui a écrit la macro-histoire, l'histoire longue, et moi, l'histoire courte. Lui, l'histoire horizontale, qui se déroule d'en bas vers en haut, de la Concorde aux Champs-Élysées. Et moi, l'histoire de chaque parcelle. Et le temps de monter des étages, eh bien, c'est le temps qu'on a mis, 2 ans. Vous savez, un historien, ce n'est pas un journaliste. La différence entre un historien et un journaliste, c'est que le journaliste, il reste sur le bord de la plage, de la piscine. Nous, on plonge. Et quand on plonge, il faut aimer l'eau. Nous, on aime l'histoire. Aimer l'histoire, c'est la regarder avec sympathie. C'est donc constater, sans juger. C'est faire que l'histoire se juge par elle-même. Comme un bâtiment qui nous montre où est sa base et où est son sommet. Autrement dit, l'histoire en général. Et les Champs-Élysées sont un témoin exact de l'histoire puisqu'ils sont toujours en mouvement. Et qu'ils nous permettent de montrer, et c'est la raison pour laquelle je suis en train prétentieusement de lancer la biohistoire, que l'histoire est un mouvement comme celui du corps. Elle est faite du corps collectif, le corps social, etc. Et par conséquent, l'histoire des Champs-Élysées, elle n'est ni celle de l'aristocratie d'une époque, ni celle du sport d'hier et d'aujourd'hui, ni celle de demain que nous ignorons totalement, ni celle des grandes enseignes. Est-ce que c'est Nespresso ou est-ce que c'est H&M? Est-ce que c'est le vêtement? Est-ce que c'est la consommation? Est-ce que c'est Publicis autrefois? Et après tout, Marcel Dassault, qui est si discret, est une enseigne très célèbre puisqu'il a donné son nom au rond-point des Champs-Élysées, Marcel Dassault. Non, les enseignes, c'est tout simplement les témoins d'un temps qui passe. À partir du moment où nous savons que l'histoire est provisoire, on sait qu'elle est notre compagne d'aujourd'hui et on sait qu'elle est une héritière. Notre travail à nous, c'est de montrer l'héritage et peut-être de faire entendre que nous ne sommes là que pour passer en quelque sorte un flambeau. Et c'est en ce sens que c'est la responsabilité de l'histoire, d'être une lumière pour aujourd'hui et pour demain. Les Champs-Élysées, mon éditeur m'a dit un jour, nous allons traiter tous les territoires de Paris, car c'est un territoire, ce livre, il est fait des territoires et non des arrondissements. Ces territoires, ce sont particulièrement dans les grandes villes, des promenades. Pourquoi les Champs-Élysées, plus que toutes les autres promenades du monde, ont tant de visiteurs? Tout simplement parce que les Champs-Élysées sont à Paris. Et surtout parce que les Champs-Élysées n'appartiennent pas à Paris, n'appartiennent pas à la banlieue, ni à la ville, c'est une route. Ça veut dire qu'ils sont les symboles depuis toujours. Depuis le nôtre, une perspective à l'infini, et aujourd'hui, une route qui mène quelque part, mais surtout vers soi-même. Chacun vient y rencontrer son propre rêve. Pourquoi dit-on des Champs-Élysées que c'est la plus belle avenue du monde? Vous savez, les Champs-Élysées ont porté ce nom parce qu'un jour, on a appelé un petit bois qui se situerait aujourd'hui dans le carré des Jeux, c'est-à-dire entre le Petit et le Grand Palais, les Champs-Élysées. J'ai entendu l'autre jour une information dire les Champs-Élysées étaient des champs. Non, ça n'a jamais été des champs. C'était des marais, des jardins, des lieux fertiles. Et il se trouve que ce nom qui a été donné à une époque où la mythologie avait l'art de se référer à ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire à l'idée que sur Terre, il y avait l'Olympe. Et en somme, les Champs-Élysées sont parés d'une culture qui, même si nous ne la sentons pas, parce que nous savons, nous la ressentons parce que nous vivons. Ça veut dire effectivement que si on se souvient de cette parole de Léon-Paul Fargue, qui est le chantre du Fouquet's, entre autres, eh bien, il a parlé des Fouquettiens, et nous sommes aux Fouquet's en ce moment. Il a dit « Paris est tout encloché de poésie ».
Les Champs-Élysées, une fois pour toutes, ont encloché de poésie, c'est-à-dire de sublime, ce lieu-là. Autrement dit, c'est la culture qui fait que nous sommes ceux qui, aujourd'hui, allons au-delà de nous-mêmes vers les Champs-Élysées. Une anecdote, c'est toujours une intervention de l'histoire. C'est celle qui se déroule ici même. J'ai été l'ami de M. Casanova. Vous savez, le Fouquet, c'est plein d'époques. C'est une première époque et M. Fouquet, et puis ensuite M. Mourier, puis ensuite M. Drouhan. Aujourd'hui, c'est le groupe Barrière. Il y a toujours des grandes dates. Alors, comment se fait-il que l'homme intervienne? Un jour, il rêve, et il se trouve que ce qui est de plus beau dans les Champs-Élysées, c'est que ce n'est pas un architecte ni un urbaniste qui les a conçus, mais un jardinier, le nôtre, qui, à l'époque où Louis XIV devait aller, pour montrer que la monarchie française contrôlait le monde entier vers l'infini, a rêvé d'un tapis vert qui, à partir des Tuileries, montait vers la butte de Chaillot. Et puis, il y a eu ensuite l'effacement des frontières, progressivement, l'effacement des fossés de la ville, et puis l'effacement de l'ancien bras de la Seine qui interrompait là en bas, là où il y a la rue Marbeuf, le parcours du voyageur. Il devait franchir un pont, et puis l'effacement des murs qui fermaient Paris. Tout d'un coup, ces grandes dates qui sont au XVIIe et au XVIIIe siècle ont trouvé leur accomplissement lorsque un ministre de l'Intérieur a rêvé d'y installer l'Arc de Triomphe. Et les Champs-Élysées ont quelque chose d'extraordinaire. Ils sont inachevés. Vous savez pourquoi? Parce que l'Arc de Triomphe, dont j'ai été le conservateur un temps pour le ministère de la Culture, n'ont jamais porté l'aigle auquel ils ont été destinés pour montrer l'envol de l'empereur. Aujourd'hui, ils sont devenus un tombeau alors qu'ils devaient être la porte du ciel. Ils restent la porte du ciel. Autrement dit, la dernière date des Champs-Élysées, elle est à venir. Le rêve des Champs-Élysées, c'est d'être un oiseau. Moi, souvent, je monte sur les terrasses des Champs. J'assiste au 14 juillet depuis le 1944 chez mes amis Klein Godard associés, dont le président est le juif le plus illustre de France, Théo Klein. J'y étais ce 14 juillet. Les avions passent non pas au-dessus de l'avenue, mais au-dessus des numéros pairs pour des raisons de sécurité. Et il se trouve que la couverture de ce livre, c'est l'oiseau photographe. C'est M. Ribou. M. Ribou, c'est la Chine. Eh bien, M. Ribou sait voir les villes autant que les paysages. Et les Champs-Élysées, c'est un paysage lorsqu'on est un poète. Vous avez remarqué que les arbres sont taillés sur l'avenue d'en bas, ils sont libres sur l'avenue d'en haut. Et on a l'impression, quand on regarde cette couverture, que le jardinier est toujours là lorsque la ville est arrivée, et c'est l'artiste qui sait rassembler le tout. Voilà ce que M. Ribou, voilà ce que la photo est lorsqu'elle n'est pas qu'une image, mais qu'elle est une conscience.